Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Dimanche 31 octobre de l'an 2021, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical. C'est le dernier dimanche du mois d'octobre. Ce dimanche, chers amis internautes, je reçois pour vous Badirou Aguemon. Il est député élu sur la liste du parti politique UP, Union Progressiste à l'Assemblée nationale. Il est professeur d'université, professeur de faculté de médecine, juge à la Haute Cour de justice. Bonjour à vous, honorable Badirou Aguemon. Bonjour, monsieur Cadet. Avec lui, chers amis internautes, nous parlerons de la loi sur les interruptions volontaires de grossesse, notamment la loi numéro 2021-12, modifiant et complétant la loi 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Nous parlerons également de la modification de la loi 2021-13, modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code de la famille en République du Bénin. Cette loi qui consacre désormais la connaissance des parents qui devient primordiale dans le processus de mariage, les enfants qui peuvent désormais porter deux patronymes en République du Bénin. Nous parlerons également de cette loi, la loi 2021-14 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Notre invité nous donnera son opinion sur l'intérêt de la dite législation. Et en fin d'émission, si le temps nous le permet, nous parlerons de la réforme du système partisan qui est éprouvée depuis un certain temps par les démissions de part et d'autre, tant dans le camp de la mouvance que de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Alors, bonjour à nouveau, honorable Badirou Aguemon. Bonjour, monsieur Cadet. Alors, dites-nous, cette loi sur les interruptions volontaires de grossesse, en tant que député, on sait quand même un peu croyant, très attaché à la foi chrétienne, quel a été votre point de vue sur cette législation au Parlement? D'abord, je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier tous les téléspectateurs de Zaï TV et dire que chaque fois que je viens sur votre plateau, c'est toujours pour éclairer l'opinion nationale et pourquoi pas internationale sur les grands sujets d'actualité de notre pays. Vous savez, quand nous parlons donc d'interruption volontaire de grossesse, je voudrais d'abord dire que naturellement ça concerne donc les femmes, en particulier le plus souvent nos jeunes filles. Oui. Et le Parlement, en prenant sur soi donc le vote de cette loi, je vais d'abord dire à l'entame que c'est une loi qui existait déjà et que nous avons juste essayé donc d'améliorer le contenu. Mais pour mieux éclairer l'opinion, je voudrais dire que c'est vrai, c'est un sujet un peu difficile à aborder, Oui. parce que c'est un sujet tabou pour certaines familles, c'est un sujet tabou pour certaines personnes qui sont d'obédience d'une certaine religion, et que quand nous parlons donc d'avortement, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas entendre.
Mais je voudrais éclairer l'opinion pour dire que les parlementaires que nous sommes n'avons pas voté cette loi pour la forme. Nous avons voté cette loi. Vous n'avez pas voté sous une contrainte politique ou il n'y a pas de contrainte, un respect de discipline de groupes politiques? Il n'y aura jamais de contrainte politique parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le Parlement qui est là aujourd'hui, c'est quand même un Parlement, au-delà de tous les commentaires que nous entendons, c'est un Parlement qui est quand même regorgé des têtes pensantes. Je dis bien des têtes pensantes, des gens qui ne sont pas sous pression, d'aucune pression. Puisque non seulement il y a quand même des gens qui ont déjà fait des législatures, c'est pas ma première législature, donc j'étais de la législature 2000 et de la 7e législature, vous le savez, et donc nous n'avons pas notre langue dans la poche pour dire certaines vérités. Mais en ce qui concerne cette loi, je pense que je fais partie de ceux qui ont quand même apporté la caution vote de cette loi dans la mesure où, en tant que praticien hospitalier, je dis bien praticien hospitalier, oui, c'est nous qui sommes au contact donc des femmes, des jeunes filles. En un mot, nous sommes au contact donc des malades. Et ce qui se passe dans ce secteur est effrayant. Parce que quand vous voyez de jeunes filles innocentes, je dis bien jeunes filles innocentes, qui ont la peur parfois même des parents, mais qui malheureusement aujourd'hui, vous savez que le monde a tellement évolué avec les réseaux sociaux, où aujourd'hui les premiers rapports sexuels donnés aux enfants sont tellement tôt. Vous voyez que c'est souvent des jeunes filles qui sont parfois innocentes et qui attrapent une grossesse. Et la peur des parents parfois les amène à aller faire des avortements clandestins. Et je peux vous dire, puisque nous vivons ça au quotidien, quand vous voyez votre fille, je dis bien votre fille, de 16 ans, qui va aller voir quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout dans l'IVG, mais de la peur donc des parents, la peur peut-être de son entourage, fait que non seulement elle va se faire avorter, mais pas avorter en quelque sorte. Nous avons vu des cas, par exemple, où les individus qui pratiquent cet acte clandestinement vont aller curer l'utérus de la fille, pour ne pas dire de la femme, curer l'utérus jusqu'à aller perforer l'utérus, jusqu'à aller perforer même les anses, donc les intestins, et libère ces filles-là dans la nature. La fille arrive à la maison, et qu'est-ce qu'on constate? C'est totalement une péritonite, ce qu'on appelle une péritonite, c'est du pus qui se développe dans son ventre. Dans les 48 heures qui vont suivre. Et dans les 48 heures, qu'est-ce qu'on constate? Si on nous amène ces enfants-là à l'hôpital, en urgence, deux cas. Soit l'enfant, la fille meurt, parce que la péritonite est généralisée, avec des complications graves, ou on fait tout possible pour sauver cette fille, mais parfois, on est obligé de lui faire une hystérectomie, c'est-à-dire qu'on lui enlève carrément l'utérus. Et donc, il y a une conséquence là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de deux choses ou l'une, soit la fille meurt, ou bien la femme meurt, ou elle ne peut plus concevoir parce qu'on a fait une hystérectomie totale pour la sauver. Alors, ce que vous dites est véritablement... Ça, c'est qu'un seul cas. C'est un cas. Oui. Un autre cas? Un autre cas, nous avons des gens qui vont aller faire l'IVG clandestinement. Toujours nos filles. Parfois, des femmes mariées aussi. Pas seulement les filles. Je dis bien parfois des femmes mariées. Parce que elles ont déjà peut-être 1, 2, 3, 4 enfants. Elles n'ont pas fait le planning familial. La grossesse arrive sans rien dire même à l'époux à la maison. Viennent en consultation auprès des médecins que nous sommes et demandent à aller faire l'IVG parce que nous ne pouvons plus garder le 5e enfant. Vous comprenez? Alors, au lieu d'aller le faire chez de bonnes personnes, ils vont aller le faire clandestinement. Et qu'est-ce qui se passe? On fait ce que nous appelons donc un avortement incomplet. C'est-à-dire qu'il reste encore des débris à l'intérieur donc de l'utérus de la femme. Et qu'est-ce qui s'ensuit? C'est des saignements abondants. Abondants au point où elle va être en train de saigner sur 1, 2, 3, 4 jours. Et c'est peut-être au bout du 4e jour qu'elle n'en pouvait plus parce qu'elle est totalement anémiée qu'on l'amène en urgence
Et si on ne court pas, on ne peut pas la sauver. C'est pour vous faire ressortir les conséquences graves et gravissimes donc de l'interruption volontaire de la grossesse, mais des IVG clandestins. Les IVG clandestins. Alors, est-ce que avec cette loi, vous n'avez pas le sentiment d'avoir légalisé le crime? Parce que lorsque vous le dites ainsi que vous ne voulez plus de la clandestinité, c'est-à-dire que désormais, la jeune fille de 16 ans qui tombe grosse, elle peut gardement venir avec ses parents. Non. Justement, c'est ça que je voulais, j'espère, faire comprendre à la population. Les femmes ne sont pas bêtes. La femme connaît son corps. La femme n'est pas dupe. Quand vous voyez une femme qui arrive en consultation chez un gynécologue, c'est qu'elle elle a pris connaissance de ce qu'elle va aller faire sur le gynécologue. Une fille qui a envie de laisser poursuivre sa grossesse, elle va laisser poursuivre sa grossesse naturellement, sans aucun problème, sans aucune contrainte. Même si on lui met la pression, elle va laisser poursuivre sa grossesse. Mais une fille qui ne veut pas, pour un certain nombre de contraintes, ne veut pas laisser poursuivre sa grossesse, vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire. Elle ira quand même faire l'acte. Elle ira commettre l'acte qui peut être préjudiciable pour elle à la suite. Alors il faut que les gens comprennent quelque chose. Quand on parle d'IVG, c'est pas aujourd'hui. Les gens font tout le temps l'IVG. Il y en a tellement, ils le font clandestinement. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est juste pas de demander à la population ou bien aux jeunes filles, aux jeunes dames d'aller se faire avorter de façon systématique. Non, mais c'est une manière de dire nous ne souhaitons plus que ce phénomène soit un phénomène clandestin. Alors, vous ne souhaitez plus que ce phénomène soit un phénomène clandestin. Mais on n'encourage pas, c'est pas encourager les filles à aller se faire avorter. Voilà. Parce que la femme, vous êtes croyant quand même. Lorsqu'on parle d'interruption volontaire de grossesse, on dit que déjà le fœtus constitue déjà une âme. Et que vous estimez que ça se faisait clandestinement et que désormais, il faut trouver un cadre juridique pour rassurer davantage les gens. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème ou une antinomie avec votre foi? Non, ce n'est pas une question de foi. C'est une question de sauver des vies. D'accord? Sauver, peut-être vous allez dire, la grossesse qui est là, c'est une vie. Mais généralement, sur le plan physiologique, je peux vous expliquer encore sur le plan physiologique, c'est que une femme qui tombe enceinte de 4 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 4 semaines d'absence donc des règles, d'accord? Oui, allez-y. Ou peut-être 8 semaines. Il n'est qu'au début de la grossesse. Il n'est qu'au totalement au début de sa grossesse en fait. Et si tant est que il y a des paramètres qui font que cette grossesse doit constituer pour elle comment on appelle un handicap, ou bien ça peut altérer sa vie, ou bien peut constituer un blocage pour elle, je pense que le législateur a dit nous nous limitons aux IVG qui ne dépassent pas 12 semaines. Ça veut dire que vous êtes dans une fourchette de 4 semaines à 12 semaines. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord de conscientiser les gens parce que ce qui passe souvent, c'est quoi? C'est que généralement les filles, quand elles tombent enceintes, ne sachant pas où aller, les toutes premières semaines donc, de la ménorrhée, je dis bien les toutes semaines de la ménorrhée, elles ne savent pas où aller. Elles sont là à traîner la grossesse jusqu'à se retrouver au-delà donc des 12 semaines. Mais si on leur dit aujourd'hui que vous avez un cadre adéquat, donc si vous pouvez, après 12 semaines, on ne peut plus se faire avorter. On ne peut plus après 12 semaines. Tout est déjà là. Mais qui prend en charge les frais liés à l'avortement? Qui prend en charge? Oui, les frais. Mais c'est un acte médical. C'est un acte médical. Vous allez à l'hôpital et vous vous présentez devant le gynécologue qui s'y connaît. Là, ce n'est plus donc aller vers un charlatan ou bien aller vers un infirmier qui veut de l'argent, qui veut se faire de l'argent et qui va aller foutre du bordel dans votre utérus. Mais vous allez dans un milieu hospitalier où on pratique ce acte, avec toutes les conditions donc d'asepsie. Et ça va se faire clandestinement. Ça va vous donner une chance, non seulement à la fille de procréer correctement, au lieu de la laisser aller faire l'IVG clandestin quelque part où elle ne pourra plus procréer, alors que même si elle arrive même à faire une IVG dans de très bonnes conditions médicales, elle peut avoir 2, 3, 4 ou 5 enfants par la suite. Alors, honorable Badilou Aguemo, c'est ça qu'il faut expliquer à la population. Ce que vous dites, ça paraît quand même assez explicatif, mais il y a un facteur. Quel est le facteur? Vous estimez que cette loi règle le problème de la clandestinité, mais je donne par exemple une fille, Anita par exemple, qui tombe enceinte à l'âge de 16 ans, elle a peur d'en parler à ses parents. La loi
consacre que avant que l'IVG soit pratiqué, il faut qu'il puisse avoir ses parents présents. Voilà qu'elle ne peut pas en parler à ses parents. Est-ce que vous ne voyez pas que la loi a été votée, mais la clandestinité va continuer toujours? Non, la clandestinité ne va pas continuer. Parce qu'Anita va estimer qu'elle ne peut pas aller voir ses parents pour leur en parler. Non, et donc, ça ne va pas continuer dans la mesure où... Elle ira voir à côté. Non. Parce qu'aller voir... Quel est le problème des parents? C'est de se rassurer d'abord. Si le parent sait que son enfant peut faire cet acte dans de très bonnes conditions et que l'acte réalisé ne va pas l'empêcher d'avoir d'autres enfants par la suite, parce qu'en fait c'est quoi? Il faut qu'on explique encore pour que les gens comprennent. Quand vous faites l'IVG, mais papa peut avoir, je vous donne un autre exemple, papa peut avoir pour comme ambition que sa fille garde la grossesse, alors que la fille par exemple elle-même ne veut pas garder la grossesse. Non, ça fait un débat familial, parce que généralement les filles c'est quoi? On a dit tout à l'heure que c'est la peur des parents. Alors si déjà en discutant, le papa accepte naturellement la grossesse de sa fille, ça veut dire que la fille va même être bien entourée. Oui, mais si elle ne veut pas accoucher, elle peut aller faire quoi, la clandestinité? Ils vont s'entendre. Dans le ménage, il faut parler. Ils vont s'entendre et ça ne sera plus quelque chose qui est caché entre la fille et ses parents. Et je pense que ça passe très bien souvent. Donc, il y a eu beaucoup de cas comme ça où les parents ont vu leur fille enceinte parce qu'ils ont remarqué une certaine transformation de son corps et l'ont appelée, elle a avoué et les parents l'ont accompagnée normalement. Ne demandons pas à toutes les filles d'aller faire l'IVG. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que toutes les femmes, avant qu'une femme ne prenne une décision d'aller faire un avortement, c'est qu'elle réfléchit beaucoup d'abord. Elle réfléchit beaucoup toujours, parce que toute femme a toujours envie d'enfanter. Comprenez? Mais si ça se fait dans de bonnes conditions, comme je vous dis tout à l'heure, c'est que la fille a toutes les chances de procréer normalement, d'aller même à 2, 3, 4 enfants quand elle sera prête. Mais si ça se fait dans de mauvaises conditions, vous savez, il y a les infections qui sont secondaires à cet acte, réalisé dans de mauvaises conditions, qui peut entraîner directement la stérilité de cette fille-là. Ou bien tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou c'est cette complication qui peut faire que cette fille n'aura plus jamais à enfanter. Qu'est-ce qu'on choisit dans ce cas-là? Est-ce qu'on choisit l'option de protéger une fille pour qu'elle aide, quand elle va évoluer naturellement, cette grossesse successive, ou bien on choisit l'option de dire non, ce phénomène-là, il ne faut pas le faire. Donc à partir de là, donc, nous allons laisser les filles mourir. Il y a des centaines de filles qui meurent chaque jour pour cette affaire-là. Moi qui vous parle, je l'ai eu dans ma famille. Et j'en pleure jusqu'aujourd'hui. J'en pleure jusqu'aujourd'hui où j'ai perdu 2 jeunes filles, 2 jeunes cousines, décédées par IVG clandestin, alors que leur grand frère est médecin et que je pourrais négocier ça là avec eux à l'hôpital. Vous comprenez que c'est très difficile pour nous? Alors, donc quand on se retrouve dans cette condition, où nous voyons que tous les jours, les filles meurent de cette affaire-là. Et le monde évolue, hein. Il faut qu'on évolue avec le monde, parce que tout ce qu'on dit, d'autres pays nous ont déjà devancé sur ce terrain-là. La femme, il y a quelque chose, il ne faut pas chosifier la femme. J'ai comme l'impression que notre appartenance à une religion ou peut-être à un milieu socio-culturel fait que parfois on tient tellement des tabous qui en réalité ne sont plus des tabous aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont dépassées. Aujourd'hui, on a du mal à parler de la sexualité avec les enfants à la maison, alors que les enfants maîtrisent mieux le sexe que nous aujourd'hui. Nous qui sommes les parents là, ils maîtrisent beaucoup plus le sexe que nous. Il faut tellement des choses que nous ne connaissons même pas. Quand on va vous faire sortir ce que nos jeunes enfants d'aujourd'hui font sur le plan sexuel, les parents vont tomber à la renverse. Alors nous avons l'obligation en tant que législateurs de protéger ces enfants-là, de protéger ces femmes-là qui meurent tout presque tous les jours pour cet acte que je fais. Alors, à la veille du vote de cette loi, déjà quelques jours du vote de cette loi, on a vu le président de l'institution parlementaire qui a commenté la dite loi et a évoqué son désaccord. On a vu d'autres collègues députés également qui ont clairement affiché qu'ils étaient contre cette loi. Mais finalement, on apprend que la loi a été votée à l'unanimité. Ça reste une énigme que beaucoup de citoyens et même d'observateurs de la vie politique au Bénin voudraient comprendre. Non, il faut comprendre quelque chose. Parfois, quand on vote les lois à l'Assemblée nationale... Il a dit dans l'opinion très claire, pour être direct, que bon, ça vous a été imposé comme député, vu que l'Assemblée est composée entièrement de partisans du chef de l'État. Je viens de vous dire tout à l'heure que le Parlement là, qui est là, contrairement à ce que les gens pensent, que c'est un Parlement monocolore, on n'est pas sous la contrainte de quelqu'un. Moi, particulièrement, je ne suis pas sous la contrainte de quelqu'un au Parlement.
parce que nous ne sommes pas les tout premiers, c'est pas la première fois qu'on est au Parlement. Il y a quand même des anciens parlementaires qui sont là et qui sont dans cette législature actuelle. Donc vous devez comprendre que, mais tout ce que nous faisons, toutes les réformes que nous avons engagées aujourd'hui pour le pays, c'est pour faire avancer les choses. Il faut que les gens comprennent. C'est vrai que si on n'explique pas bien, l'opinion pense que bon non, c'est sous, c'est-à-dire que on est là juste pour et on estime que bon, au Parlement, dès que le gouvernement pense, le Parlement actionne les leviers pour tout projet de loi qu'on amène, ou bien même toute proposition de loi qui vient de notre part, qu'on amène au Parlement, ça se discute en commission. Il y a un travail qui se fait au préalable, au niveau en commission. Mais quand on est en commission et qu'il y a des parlementaires qui n'arrivent pas pour engager le débat, vous savez que quand on se retrouve maintenant en plénière, le débat ressurgit encore davantage. Et ça fait que ça peut faire des tollés, mais après on arrive quand même à se comprendre. Mais ce que je veux dire, au-delà de ce que nous faisons, c'est que cette loi qu'on vient d'améliorer, parce que moi je pense que c'est une amélioration de la loi, de l'ancienne loi, c'est, vous allez constater que en fait, il y a un peu de tollé autour de cette loi aujourd'hui, parce que les religieux s'en sont mêlés, certaines personnes qui ont certaines croyances s'en sont mêlées, mais en réalité, je vais encore aller plus loin pour vous dire, quand nous parlons donc de notre conscience religieuse, notre spiritualité, nous qui sommes médecins, c'est nous qui voyons les choses. C'est nous qui voyons. Je peux vous dire, il y a des religieux qui envoient des enfants pour commettre cet acte-là. Ils sont nombreux. Dans toute obédience, je veux dire, que ce soit chrétien, catholique ou musulman, on va dire que il ne faut pas que nous faisions de l'hypocrisie sur ce qui existait déjà. Ça, je veux bien que les gens comprennent. Mais ce qui est sûr, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas pour encourager l'avortement qu'on a fait ça. Et que la femme ne doit pas être chosifiée non plus, puisque la femme, en son âme et conscience, quand elle devait prendre sa décision, et c'est prendre cette décision. Au moins opportun. Ces décisions au moment opportun. Alors, Badiro Aguemon, nous allons progresser dans cette émission. Il y a également, dans la même foulée, la modification de la loi 2021-13, modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code de la famille en République du Bénin. Dites-nous de façon concise, qu'est-ce qui a changé et quelles ont été les motivations? Non, nous évoluons avec... c'est-à-dire que les réformes que nous faisons aujourd'hui sont des réformes qui vont dans le sens de l'évolution des choses. Vous savez que la famille aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans les années 60-70. Aujourd'hui, les choses ont tellement évolué que vous voyez déjà que on a beaucoup de mères célibataires dans la ville. Tout ça, c'est lié un peu à la cherté de la vie, à la pauvreté. Et il y a des ménages où c'est la mère qui est le chef de famille. Il y a des ménages où vous allez constater que la famille, après le mariage, est totalement désunie. Et tout cela, ça agit aussi également sur la psychologie de l'enfant. L'enfant qui est né, qui n'a pas demandé à venir et qui du jour au lendemain se retrouve sans parents parce que la grossesse n'a pas été reconnue par le père. D'accord? Ou parce que après la grossesse, il y a eu des histoires entre le couple. Chacun a pris son chemin. Et donc la famille, à ce moment-là, n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait de cet enfant-là? C'est vrai, naturellement, ce qui se passait avant, on donne le nom du papa. Qu'il accepte ou qu'il veuille, on lui donne le nom du papa. C'est ce qu'on faisait. C'est comme ça, là. Ça se le patronyme du père. On donne le nom du père. On dit, oui, c'est quel que soit, qu'il accepte la grossesse ou ne sait pas, on donne le nom. Mais vous savez que il y a parfois des noms que certaines femmes donnent, qui en réalité, des noms que certaines femmes donnent, qui en réalité n'appartiennent pas du tout au père à qui on donne ce nom-là. C'est-à-dire qu'un enfant n'est pas le père biologique, mais on lui donne le nom. On impose pratiquement le nom. Et c'est quand nous allons faire après les tests d'ADN qu'on constate que cet enfant n'est pas de lui. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui,
c'est que quand vous regardez les autres nations, ils sont trop en avance sur nous, sur cette question-là. Ils sont trop en avance sur nous. Si aujourd'hui, vous enceintez une femme, vous devez quand même déclarer, reconnaître que cette grossesse-là, c'est ma grossesse. C'est tout ce qu'on me demande. Cette grossesse, je suis le géniteur de cette grossesse-là. Ça rassure non seulement la femme, mais au moins quelque part, on sait que bon, l'enfant qui va naître va porter votre nom. Alors, mais si vous ne reconnaissez pas la grossesse, parce qu'effectivement, l'aventure d'une journée amène peut-être la femme à tomber enceinte, et que vous ne voulez pas reconnaître parce que vous ne voulez pas détruire votre ménage que vous avez, et que vous disparaissez, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que l'enfant là va rester sans nom? Ce qui gêne plus d'un, oui, c'est qu'ils estiment que désormais la loi consacre le fait qu'il y ait 2 patronymes, c'est-à-dire l'enfant peut porter le patronyme de son père et de sa mère. Et donc on estime par exemple que lorsque l'on a une fille qui porte le nom de par exemple Afoussat, Atifa, j'allais dire Olafa Fatoumi par exemple, et qu'elle rencontre Marie par exemple qui lui aussi a également 2 patronymes et qu'ils font un enfant, quel sera le ou les patronymes que porteront cet enfant-là? Est-ce qu'il aura 4 patronymes si les 2 parents décident de lui donner des patronymes ou la loi a prévu autre chose? Est-ce que vous savez que dans notre région, c'est au nord du Bénin, que les gens portent déjà des noms à la fois du père, de l'oncle, de la tante, etc. Vous savez qu'il y a des noms comme ça qui existent aussi au Bénin. Pourtant, ça ne gêne pas après. Ce que nous disons dans cette loi, c'est que quelque part, on peut donner la possibilité aujourd'hui à l'enfant de porter le nom de sa mère. Vous voyez, ça ne pose pas de problème non plus. Parce que dans d'autres pays, mais est-ce qu'on peut se retrouver avec des enfants qui auront 4 patronymes, 6 patronymes par exemple? C'est le choix. C'est le choix de l'enfant. Vous savez, quand à un moment donné, vous évoluez aussi dans la vie, vous savez qu'il y a des enfants qui ont déjà eu des noms et qu'après ils se sont rendus compte que ces noms-là ne leur conviennent pas et ils vont devant la loi, devant la justice, et ils disent ben, je préfère ces noms, ces noms, ces noms. Est-ce que la loi n'a pas limité le nombre de patronymes à avoir? Non, la loi n'a pas limité. Alors, il revient à l'enfant quand il va grandir de faire des choix par rapport à son identité. Par rapport à son identité. Alors, on dit que la connaissance des parents devient primordiale dans le processus de mariage. Pourquoi? C'est important, non? C'est pas une question à me poser. Cadet. Donc c'est une avancée. Mais c'est une avancée, non? C'est pas une question à me poser. Vous savez si vous voulez faire de bons mariages ou bien vous voulez faire autre chose? C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, oui, c'est que nous voulons rester encore dans nos traditions anciennes, en oubliant que le monde évolue. Et que les enfants que nous avons aujourd'hui ne sont plus dans nos mentalités anciennes non plus. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Et nous, on est obligés de nous adapter aussi à l'évolution donc, des choses, à l'évolution donc, de nos enfants aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense, je continue de dire que tout ce que nous votons à l'Assemblée nationale, il faudrait que les gens prennent ces lois, qu'ils lisent correctement le contenu de ces lois, et qu'ils arrivent à appréhender ce qu'il y a à l'intérieur avant de se lancer donc, dans des commentaires. Il ne faut pas qu'on prenne une portion donc, de la loi et qu'on engage donc des discussions à ne pas finir là-dessus, ou bien qu'on en fait donc qu'il y ait des polémiques autour de ces lois. Qu'il y ait des polémiques autour de cette loi. Alors l'autre loi également qui a été votée dans la foulée, c'est celle portant compte de l'administration territoriale. Dites-nous, est-ce que le projet qui a été envoyé par le gouvernement a été modifié ou c'est tel que le gouvernement l'a envoyé qui a été adopté? J'avoue que j'étais à Bruxelles quand la loi est partie à l'Assemblée nationale. Et je n'ai pas pris vraiment compte tenu de cette loi jusqu'à ce jour parce que je n'étais pas là du tout donc pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais en tant que parlementaire, en tant qu'acteur politique, est-ce que vous pensez... La loi que nous avons sur la décentralisation, c'est une loi qui nécessite un toilettage total. Total, M. Cadet. Parce que c'est une loi qu'on avait... que les anciennes législatures ont voté, mais qui n'ont pas pris en compte également la croissance démographique de nos différentes régions. Non seulement la croissance démographique de nos différentes régions, ça fait que sur le plan électoral, parfois, on a des difficultés parce que, tel que ça a été fait, ces lois, il y a des quartiers de ville, il y a des villages parfois qui chevauchent. Et même quand on va
on va aux élections, on a d'énormes difficultés pour savoir situer les électeurs par rapport à leur localité. C'est sur le plan démographique. Mais ce qui Ouais. fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est lié par rapport à la gestion des communes. Mais vous savez, pour les communes, nous avons déjà fait un travail préalable avec le gouvernement au Palais des Congrès, où ils ont expliqué correctement le contenu de la loi sur la gestion donc, des communes. Et je pense que le fait que le maire ne sera plus ordonnateur du budget. Le gouvernement a vu juste d'engager des réformes profondes à ce niveau. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons commencé la décentralisation, il faut dire qu'il y a tellement de choses que nous observons en matière donc de gouvernance locale qui font que si on doit s'en tenir à la rigueur de la loi, beaucoup de maires vont se retrouver en prison. Je dis bien beaucoup de maires vont se retrouver en prison. Alors, est-ce qu'il faut aller mettre les maires en prison ou bien il faut changer la gouvernance? Il faut améliorer la gouvernance. Et le gouvernement a vu juste d'envoyer à l'Assemblée nationale ce projet de loi qui améliore donc la gouvernance locale au niveau de nos différentes communes. En faisant quoi? En séparant plus ou moins un peu les pouvoirs. Pas en enlevant au maire son autorité donc de premier et gestionnaire donc de la commune, mais en accompagnant ce maire, d'accord, par un administrateur qui peut au moins gérer les affaires administratives correctes donc de la mairie. Parce que parfois avec la politique nous allons nommer donc des maires qui sont parfois on est même allé plus loin. Avant, on avait même des maires qui sont presque analphabètes, vous le savez bien autant que moi. Des maires qui parlent à peine français et qui sont aussi sur maires de certaines communes. Mais aujourd'hui, à un moment donné, on a évolué avec la loi. On a dit non, plus de maires qui soient analphabètes et qu'il faut que des maires qui comprennent au moins un peu français. Mais gérer une mairie, c'est aussi avoir assez de connaissances à ce niveau. Ce que nous sommes en train de proposer aujourd'hui, c'est de permettre qu'il y ait des instances, des instances donc, de contrôle dans la gouvernance donc, de la mairie, le maire étant là, mais n'est plus l'ordonnateur du budget, l'ordonnateur donc, des dépenses. Ça protège le maire. Ça protège le maire parce que, certes, il est le premier magistrat donc, de la commune, mais au moins, en matière donc, de gestion des affaires administratives, ou même des grands projets de la commune, nous avons dit qu'il y a un administrateur qui est là pour gérer ces affaires-là. Ça n'enlève en rien l'autorité du maire. Et aussi, à ce niveau, ça n'empêche pas non plus que le travail en synergie ou bien de cohésion qui peut exister entre les conseillers municipaux, le maire et cet administrateur peut se faire normalement si on met l'intérêt supérieur de la commune au premier plan. Alors, on parle des secrétaires exécutifs, voilà, des SE, oui. secrétaires exécutifs. Est-ce qu'avec cette nomination, c'est vrai que le gouvernement va mettre à la disposition un fichier, est-ce que dans ce cadre où c'est le gouvernement qui met à la disposition un fichier, c'est vrai le maire aura la latitude de choisir, mais sur la base de ce dont il dispose, encore qu'on ne sait pas par quel ordre les maires iront choisir, pour ne pas qu'on ait quand même deux maires qui vont choisir le même secrétaire exécutif communal, est-ce que dans ce système-là, on se retrouve toujours dans la décentralisation? On est toujours dans la décentralisation, c'est ce que je vous dis. On est toujours dans la décentralisation et ça rassure même l'exécutif, d'accord, à donner assez de moyens à faire ce que nous appelons donc le transfert des ressources aux communes. Parce qu'une fois que le gouvernement est rassuré que les ressources vont être bien gérées, et quand on parle donc de ressources, ce n'est pas seulement les ressources financières, il y a même les ressources humaines que l'exécutif peut envoyer vers les communes pour une bonne gestion donc, de la commune. Vous voyez? Mais ce que nous disons, c'est que on ne peut pas demander à l'exécutif de proposer directement ces administrateurs-là. On a dit, on va créer un fichier national des cadres
Est-ce qu'il a été inscrit dans la loi le nombre de potentiels, de profils de secrétaire exécutif? Le profil a été déterminé. Oui, le nombre, puisqu'on a 77 maires, donc il doit avoir plus de 77 pour que les maires puissent choisir. Est-ce qu'on aura peut-être 144 ou 154 dans le fichier? Est-ce qu'on aura 200 et quelques? On aura tous ceux qui veulent ce type de travail. Donc aller se faire enregistrer dans ce répertoire. C'est ce qu'on a demandé. Tous les cadres qui ont ce profil, donc allez se mettre dans ce répertoire et les gens vont tirer à l'intérieur dans ce répertoire. Ils vont tirer, peut-être ça va être une liste anonyme, vous irez tirer, si ça vous convient, vous choisissez. Mais si ça ne vous convient pas, vous rentrez en négociation. C'est ce que nous avons dit. Si le maire trouve que ce secrétaire exécutif qu'il a tiré ne lui convient pas, bon, il va rentrer en négociation avec l'exécutif pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais toujours est-il que à la fin, ils vont quand même s'entendre et dégager quand même un secrétaire exécutif qui va jouer le rôle de donateur de budget et de donateur de la gestion administrative donc de la commune. Ça met à l'abri tout le monde. Ça met à l'abri les conseillers communaux, ça met à l'abri le maire lui-même. Et je pense que nos maires ont compris la question. C'est vrai que, vous savez, toute réforme fait toujours couler de l'encre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais en réalité, quand on a expliqué, moi, je n'étais pas là, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais à Bruxelles quand la loi a été votée, mais j'étais là quand elle a été présentée à la représentation nationale. Nous avons opiné là-dessus et nous avons vu que le gouvernement a fait juste d'engager les réformes profondes à ce niveau. Nous allons expérimenter cette réforme-là. On peut l'expérimenter sur un mandat. Vous savez que les conseillers communaux qui sont là aujourd'hui, ils ont un mandat de 6 ans. Au bout de 6 ans, on va faire le point. Vous comprenez? On va faire le point, on va faire l'évaluation et voir est-ce que cette réforme est vraiment a été utile. Est-ce que ça a apporté un plus à nos différentes communes? Mais je suis sûr que ça va apporter un plus parce que si déjà on voit que désormais la gestion au niveau donc de ces municipalités va être une gestion saine, parce que ce secrétaire exécutif il n'est pas à l'abri. Quand il va commettre des déboires, il va se retrouver facilement devant la justice. Donc il va bien gérer les choses. Alors qu'avant, le maire, même quand il commet même des bêtises, qu'est-ce que nous faisons? On réunit les conseillers, on dit on va aller, il faut enlever le maire, il faut le relever de sa fonction. Mais en réalité, il le relève de sa fonction. Mais s'il a un chapeau politique, il est également protégé. Ça fait qu'on ne leur fait rien. Hop, les choses seront comme avant. Alors, nous tournons progressivement vers la fin de cette émission. La réforme du système partisan, elle est prouvée depuis quelque temps. On voit des démissions du côté tantôt on quitte l'UP pour le BR, on quitte le BR pour l'UP, on quitte FCV pour le BR ou l'UP en tant qu'acteur politique. La réforme du système partisan a été effectuée. On avait pensé à l'initiative de cette réforme, que cette réforme viendrait quand même un peu nous éviter de voir ce spectacle désolant où des acteurs de la même obédience politique se font peut-être des coups bas ou s'affrontent ou ne tiennent pas en compte l'intérêt de leur formation politique. Ou les intérêts de leur formation politique dans le fief. Oui, ce que nous observons aujourd'hui ne doit pas nous étonner. Ça ne doit pas nous étonner dans la mesure où nos partis sont en construction. Que ce soit l'UP, que ce soit le BR, que ce soit FCBE, qui est nouvelle génération, je dirais aujourd'hui, tout est en construction. Et vous savez également que les hommes sont ce qu'ils sont. On ne peut pas, quand vous êtes à un endroit que vous ne vous retrouvez pas, que vous ne vous sentez pas mieux, parfois, on a tendance à faire un choix. Soit on ne fait plus la politique, ou bien on fait l'autre choix. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut voter une loi pour encadrer la transhumance politique? Non, pour le moment, nous ne sommes pas encore dans le... Ce n'est pas une transhumance encore pour le moment. Parce que la transhumance, en fait... Mais lorsqu'on voit un acteur politique qui adhère au BR, ce qui se passe aujourd'hui, après, il adhère à l'UP, ou bien il quitte le BR, après il revient... c'est pas une transhumance. Quand on parle de transhumance, c'est beaucoup plus au niveau donc, des élus.
D'accord. C'est Oui, souvent oui, au niveau on a vu cette au niveau semaine, la de- semaine dernière, des élus qui ont été élus sur la liste d'un parti politique Quand je et dis- qui décident Oui. de quitter cette formation politique-là pour d'autres, Oui, les élus dont alors je- qu'ils n'ont pas été élus sur la liste de l'autre formation politique. Les élus dont je parle beaucoup plus, c'est les parlementaires. Avant, c'était au niveau du Parlement qu'il y a cette transhumance. C'est-à-dire que vous êtes élu sur la liste d'un parti et vous vous retrouvez sur l'autre côté pour changer la donne au niveau du Parlement. D'accord. Mais ce qui est sûr, quand on observe aujourd'hui ces petits, moi j'appelle des petits mouvements qui s'opèrent aujourd'hui au niveau donc de nos formations politiques, c'est des choses de naturel. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en construction donc des partis. Vous savez que même au niveau de la base de nos partis, il y avait des gens qu'on avait élus qui en réalité n'étaient pas, qui ont fait semblant d'être sur votre liste, sur la liste en disant qu'ils sont donc de votre parti, et après, du jour au lendemain, vous les retrouvez de l'autre côté. Je pense que nous allons laisser les formations politiques aller tout au moins à leur deuxième congrès, parce que ça va venir sous peu. Où actuellement nous sommes en train de faire un travail de terrain pour mettre en place donc les structures de base de ces partis-là. Et ceux qui adhèrent volontairement à ces partis, en ayant donc la carte de leur parti, c'est sûr qu'ils ne vont plus chercher à aller après dans des autres formations politiques. Ça c'est clair. Parce que déjà, au niveau donc des statuts et règlements des différents partis, peut-être qu'il y aura donc des points sur lesquels on pourra empêcher ou bien on pourra interdire ces genres de comportements militants. Des comportements militants. Mais Badji Ouarémon, vous rappelez votre acteur politique. Au moment où cette réforme a été effectuée, on espérait que des militants vont adhérer à une formation politique sur la base de l'idéologie du parti politique. Or, on a comme l'impression qu'il y a un maquillage politique, c'est-à-dire que les gens continuent d'adhérer au parti politique parce qu'ils estiment que, vu la configuration politique de ce parti politique dans ce fief électoral, ils auront la chance d'être positionnés pour les prochaines échéances électorales. Oui, c'est ce que je disais. Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'esprit de la loi? Est-ce qu'il ne faut pas... Non, ce n'est pas la loi qui est en question ici. Quel que soit ce qu'on va être, ce comportement que nous avons là, ça ne peut pas changer. Je dis, ça se fait aussi dans d'autres nations, hein, c'est au niveau d'autres pays, où quand vous êtes militant, à un moment donné, quand vous rentrez totalement dans une crise profonde avec les leaders de votre parti, hein, vous devez faire un choix. Soit vous restez et vous allez mourir politiquement, ou à un moment donné, vous allez dire, bon, ok, vous me libérez et vous partez. Donc ça veut dire que vous donnez véritablement votre démission. La démission au sein d'un parti, on ne peut pas empêcher cela. On ne peut pas empêcher cela. Ça, c'est clair. La démission au sein d'un parti politique. Mais il n'y aura pas de démission, des vagues de démission, c'est ce que je veux dire. Parce que quand les gens vont s'installer dans ces formations politiques et qu'ils auront peut-être leur carte de membres, d'accord, et qu'on sait que c'est des vrais militants, c'est rare que des vrais militants démissionnent comme ça. Hein. C'est très rare. Mais ce que nous avons dit, c'est que nous sommes en construction. Toutes les formations politiques que nous avons, que ce soit l'UP, que ce soit le BR, tout est en construction. Et peut-être qu'on va faire les deuxièmes congrès de ces partis-là et voir vraiment, avec l'installation des structures officielles de ces partis, parce que nous sommes encore parfois dans une phase de transition avec nos formations politiques, où les structures que nous avons aujourd'hui, d'accord, les structures que nous avons aujourd'hui sont des structures temporaires. Je suis temporaire. Quand on voit quand est-ce qu'on a installé ces formations politiques et qu'on a fait des élections, 3 élections successives, on n'a pas eu le temps vraiment d'aller faire le travail réel de militants sur le terrain, d'adhésion des militants sur le terrain et d'aller même mettre en place les vraies structures de base au niveau de nos formations politiques. Attendons de mettre en place ces structures de base et nous allons voir si vraiment ce que vous appelez transhumance va continuer. Va continuer. Voilà. Alors, pratiquement, dernière question de cette émission ou avant-dernière. Cette semaine, il a été consacré, ou il a été observé la libération de Joseph Tamayon, d'Alessandre Routondi et 3 autres opposants au régime du président Patrice Talon qui ont été arrêtés lors de ce qu'on peut qualifier de violence électorale liée à la présidentielle de 2021. Est-ce que vous pensez que c'est une conséquence de la rencontre qu'il y a eu entre Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Bouniaï? Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas une conséquence de la rencontre entre le chef de l'État, le président Patrice Talon, et l'ancien président Bouniaï. Je pense que cette libération, en particulier donc de ces 2 camarades, c'est beaucoup plus un acte qui prouve une fois encore l'indépendance de la justice du Bénin. La justice, il y a séparation donc des pouvoirs. La justice a vu que pour le moment,
Et il faudrait les libérer sous convocation judiciaire. D'accord ? Ils sont quand même sous le coup de la justice encore. C'est pas ils sont libérés, mais sous contrôle judiciaire. Mais c'est déjà un acte important à saluer, puisque ça permet de décrisper un peu l'atmosphère actuelle que nous avons. Vraiment, moi je salue cette libération, mais en même temps, je tiens à exhorter ces camarades libérés à aller dans le sens vraiment de l'apaisement dans notre pays. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de la paix dans le pays. Et que, bon, ils appartiennent donc à des formations politiques. Ils peuvent maintenant aujourd'hui se mettre, se reconstituer et aller, parce que le pouvoir, ça ne s'acquiert pas les urnes. Donc aller vraiment faire un travail militant dans leur formation politique. Pourquoi pas, demain, on peut les retrouver aussi ensemble avec nos parlements. Mais c'est déjà un acte fort qu'il faut saluer et qui montre une fois encore que la justice béninoise est une justice totalement indépendante, qui n'est sous d'aucune pression, et que bon, on verra les autres libérations par la suite. Alors, maître, j'ai dit maître Badirou Aguemon, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit de vos sympathisants et militants de votre formation politique Union Progressiste. Vous êtes leader dans la ville de Cotonou et un peu partout dans le pays également. On vous connaît en tant qu'acteur politique, vous êtes juge à la Cour de justice. Vous allez leur dire un mot sur ce qui est votre engagement politique aux côtés du président Patrice Talon. Je n'ai pas grand-chose à dire à mes militants. Je veux juste leur dire que nous allons continuer le combat que nous sommes en train de faire. Nous allons continuer le travail politique et le travail militant que nous faisons au sein donc, de la formation Union Progressiste et continuer à accorder notre soutien indéfectible à notre leader, qui est le président Patrice Talon. C'est tout ce que je peux leur dire. C'est tout ce que vous pouvez leur dire. Alors, chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à l'entame, notre invité a remercié vous, internautes, et a reprécisé également les raisons de sa présence ce matin sur ce plateau. Il a défini au sujet de la loi sur les interruptions volontaires, notamment la loi numéro 2021-12, modifiant et complétant la loi numéro 2003-04 du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction en République du Bénin. Il a défini ce qu'on entend par interruption volontaire de grossesse IVG. Pour lui, la loi existait déjà et les parlementaires l'ont améliorée. Il n'y a pas eu vote sous la contrainte, nous a rassuré Badirou Aguemon, qui est également juge à la Haute Cour de justice au Bénin. L'Assemblée nationale regorge des têtes pensantes et des personnes expérimentées, nous a-t-il affirmé dans son argumentaire. En tant que praticien hospitalier, il affirme que ce qui se passe dans ce secteur est effrayant et il a décrit un peu ce qui se passe en autres et il a donné une description des opérations clandestines d'interruption volontaire. Il a expliqué l'avortement incomplet au cours de cette émission et ses conséquences, l'avortement incomplet et ses conséquences. Il nous en a parlé largement au cours de cette émission. Pour lui, la loi n'encourage pas l'interruption volontaire de grossesse. C'est pas une question de foi, nous a dit notre invité, mais il s'agit de sauver des vies. Le législateur limite à 12 semaines les interruptions volontaires de grossesse, c'est-à-dire qu'après 12 semaines de grossesse, vous n'êtes plus en mesure d'effectuer une IVG en République du Bénin. Les frais d'interruption de volonté de grossesse sont à la charge du patient, nous a dit notre invité. Il nous a fait savoir que la loi a fait faire l'IVG, la loi invite plutôt, j'allais dire, j'ai mal noté, a fait faire l'IVG dans de bonnes conditions afin de préserver la fertilité de la mère ou de la jeune fille. Il a perdu dans sa famille 2 cousines des suites d'interruption volontaire de grossesse clandestine, nous a confié notre invité ce matin sur l'invité. Il nous a fait savoir également au cours de cette émission qu'il ne faut pas chosifier la femme, il faut faire la part. Il invite à faire part du processus, j'allais dire plutôt qu'il a fait part avec nous sur ce plateau du processus de vote des lois au Parlement. Il nous a expliqué un peu comment les lois sont votées au niveau du Parlement, comment elles sont affectées dans les différentes commissions et comment les débats sont effectués. Pour lui, il n'y a pas de personnes qui ne font pas recours aux interruptions volontaires de grossesse, surtout dans les rangs des religieux, et il parle de toute obédience confondue et il se désole de l'hypocrisie que certains ont fait montre dans les débats
débat lié à cette loi qui encadre davantage les interruptions volontaires de grossesse et vient mettre fin à la clandestinité liée à cette interruption de grossesse. Parlant de la loi modifiant et complétant la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant code de famille en République du Bénin, il nous a fait part du diagnostic qui a suscité cette modification. Il nous a fait savoir dans son argumentaire qu'au nord, dans nos cultures, des gens portent deux patronymes. Il invite les uns et les autres, notamment les citoyens béninois et ceux de la diaspora, à s'approprier du contenu des lois qui sont votées par le Parlement, notamment la 8e législature. Concernant la loi sur le code de l'administration territoriale, il nous a fait savoir qu'il était absent lors du vote, mais qu'il était présent au Palais des Congrès lors de la présentation à la représentation nationale, la présentation qui a été effectuée par le gouvernement. Il estime, selon lui, en tant que parlementaire et également en tant que citoyen, que la décentralisation au Bénin nécessite d'être réformée. Le gouvernement a vu juste, selon Badirou Aguemon, député à l'Assemblée nationale, le gouvernement a vu juste d'engager des réformes profondes dans ce domaine. Il confie que si l'on doit appliquer les textes, beaucoup de maires se retrouveront derrière les barreaux. Il approuve la séparation des pouvoirs qui a été consacrée à travers le vote de cette loi, la séparation des pouvoirs entre les pouvoirs administratifs et ceux politiques. Pour lui, il ne veut plus de maires analphabètes. Le fait que le maire ne soit plus l'ordonnateur du budget pour Badirou Aguemon, ça le protège des poursuites judiciaires et ça le protège également des questions de mauvaise gestion des fonds et des ressources de la mairie. On est toujours dans la décentralisation avec le vote de cette loi, nous a confié notre invité. Il invite à expérimenter cette réforme. Pour lui, le secrétaire exécutif n'est pas à l'abri des poursuites judiciaires et nous a fait savoir que lorsqu'il s'agissait d'un maire, à part la destitution, il n'y avait pas véritablement de poursuites judiciaires puisque ce dernier bénéficiait d'un parapluie politique, ce qui ne sera pas le cas avec le secrétaire exécutif qui lui est un administratif et donc pourra vite être confié à la justice pour que lumière soit faite. En ce qui concerne les démissions enregistrées ces derniers jours dans le rang des partis politiques de la mouvance et également de l'opposition, il nous a fait savoir que les partis politiques sont en construction. Pour lui, ce sont des petits mouvements qui lui paraissent naturels. Il faut que les formations politiques aillent à leur deuxième congrès pour qu'on puisse encore apprécier les choses. On ne peut pas empêcher les démissions au sein des partis politiques et il a fait savoir que c'est rarement que des militants avérés démissionnent d'une formation politique. En fin d'émission, parlant de la libération des 5 opposants au régime du président Patrice Talon cette semaine, pour lui, ces libérations ne sont pas une conséquence de la rencontre qui a eu lieu entre Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. Pour lui, c'est un acte qui exprime et démontre la séparation des pouvoirs en République du Bénin. La justice est indépendante, nous a rassuré ce juge à la haute cour de justice du Bénin et également député au Parlement béninois. C'est un acte à saluer car ça contribue à la décrispation de la tension sociopolitique. Il invite ceux qui sont libérés à aller dans le sens de l'apaisement. Le pouvoir s'acquiert par les urnes, a lancé notre invité sur ce plateau ce matin avant de dire un mot à l'endroit de ses militants et sympathisants. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Vous avez fait une très bonne synthèse. Merci à vous, Badirou Aguemon. Je rappelle que vous êtes élu de la formation politique Union Progressiste. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes professeur d'université, professeur de faculté de médecine, juge à la haute cour de justice. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.